Donc déjà, merci pour cette présentation qui a été ultra complémentaire, donc c'était très agréable. J'ai bien aimé le dernier point que vous avez soulevé sur ces communautés qui, en gros, s'auto-émergent et s'auto-organisent à échelle locale et qui, du coup, pénalisent ceux qui abusent, enfin, quand vous avez parlé du phénomène d'ostracisation, pardon. Et ma question, c'était, est-ce que les sociétés, enfin, les communautés dans lesquelles on observe ce phénomène-là sont aussi celles qui ont le plus la notion d'avantage, enfin, qui s'entraident le plus par rapport, par exemple, à l'histoire des chauves-souris qui cèdent à échelle locale. Est-ce que c'est aussi dans ces communautés-là où à la fois l'entraide locale induit aussi la pénalisation locale? Est-ce que quand on arrive à pénaliser collectivement, on arrive aussi à s'entraider collectivement? Ouais, le problème, c'est que c'est toujours pareil, hein, c'est un problème d'endogénéité de cette question. C'est-à-dire que en réalité, les communautés dans lesquelles on observe ça, c'est plus les communautés d'agriculteurs que les populations nomades, etc., pour des raisons évidentes, hein, qu'on trouve chez les chauves-souris ou dans les communautés humaines. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est est-ce qu'on est dans un jeu répété ou pas, à un niveau communautaire? Est-ce que les actions des autres sont observables ou pas? Et donc, est-ce que la répression aussi va être coûteuse ou pas? Donc, si vous êtes dans une communauté fermée, localisée, etc., que vous n'avez pas moyen si vous trichez, de partir à la ville ou à l'étranger, ben, vous vous soumettez à l'ordre de la communauté, qui est aussi une communauté plus solidaire, voilà, qui gère ses solidarités de toutes sortes, parce que en fait, les interdépendances sont fortes. Et voilà, donc c'est très endogène. Voilà. Et par ailleurs, juste un point, qu'est-ce que c'est que la révolution industrielle ou la révolution marchande, etc. Ce qui a permis le développement des sociétés humaines exponentielles depuis 3-4 siècles. C'est-à-dire un rythme exponentiel, parce que c'est un rythme différent du rythme naturel qui marquait avant le développement des sociétés humaines, des civilisations, de l'économie, etc. Eh bien, c'est un accroissement considérable de la division du travail qui est intrinsèque en fait du développement, disons, des relations marchandes. Parce que quand vous êtes sur un marché, en fait, vous vous spécialisez et vous vendez votre travail sous forme de biens et services à d'autres, etc. Et donc, en se spécialisant, on est plus efficace. Mais aussi, c'est un premier effet du marché. Le deuxième effet du marché, c'est que il incite à l'innovation, parce que vous ne produisez pas uniquement pour votre marché local. En fait, vous pouvez aller trouver des demandes plus loin, etc. Et donc, du coup, vous avez intérêt à essayer de trouver des nouvelles technologies, être plus efficace, etc. Vous n'avez pas un problème de demande, en quelque sorte. Et donc, la concurrence permet à la fois l'innovation et permet aussi la stimulation de rechercher l'efficacité en permanence. Et donc, c'est ça qui a permis l'expansion économique et humaine. Hein, voilà. Mais ça a un coût très fort, c'est que ce coût, c'est que on est dans des sociétés très individualisées où on est à la fois tous solidaires les uns des autres, mais à travers des solidarités faibles par rapport à des sociétés plus claniques, plus localisées, où les solidarités sont fortes et évidentes, etc. Alors, on en tire un certain nombre de bénéfices, au-delà des bénéfices matériels, qui sont les bénéfices de la liberté individuelle, hein, parce que dans une société traditionnelle, vous n'êtes pas libre du tout, hein, vous n'êtes même pas un individu, hein, le plus souvent. Donc on valorise ça, nous, qui sommes nés dans ces sociétés-là. Mais évidemment, tous les mécanismes de solidarité sont moins spontanés, et donc ces sociétés n'existent pas sans ces mécanismes organisés qui sont médiés par ces organisations particulières qu'on a créées, qui sont les États. Et les États, voilà, et donc ce sont des organisations, et après elles ont leur propre logique, et donc à la fois elles rendent ces services à la société, mais elles sont manipulées par un certain nombre d'acteurs qui en profitent intrinsèquement. Merci, je vous remercie également.
Alors j'essayais d'ordonner un peu les différentes idées, questions qui me sont passées dans la tête en vous écoutant. Il y a plusieurs choses. Déjà, peut-être la première chose, c'est que j'aimerais réagir un petit peu au petit débat qu'il y a eu pendant la présentation d'Éric. Alors je suis économiste, moi aussi, donc je vais réagir en tant qu'économiste. Éric, vous parliez de coût de transaction, donc moi ça me parle bien. Peut-être on peut aussi le dire différemment, enfin on peut le présenter sous un aspect différent. Vous évoquiez le principe du pollueur-payeur. D'accord ? Donc on peut se dire, a priori, ça fait sens. Qu'est-ce que ça implique, ce principe ? Parce que si on va jusqu'au bout des implications de ce principe, ça peut aller très loin. C'est-à-dire que vous aussi, parce que moi, mes étudiants, je ne parle pas d'entreprise souvent, enfin, je parle d'entreprise industrielle, mais je parle aussi de nous, citoyens, avec notre voiture, avec notre logement, avec notre mode de chauffage et avec nos consommations. Pour dire, attention, la pollution, ça concerne tout le monde. Alors effectivement, elle est très concentrée dans certains processus industriels, mais nous aussi. Donc le pollueur-payeur, si on l'applique, c'est nous, on a un logement, le logement consomme beaucoup trop, donc il faut l'isoler. Alors allez-y, isolez votre logement et on vous donne 2 ans pour le faire. Est-ce qu'on est d'accord pour imposer ça à tout le monde ? C'est une question de société après. Par exemple en France, au niveau d'une région, est-ce qu'on se dit oui, on va faire ça ? En général, la réponse est non, on ne va pas faire ça. On va peut-être le faire pour certains, pas pour d'autres. Mais à ce moment-là, comment on fait ? Donc c'est tous ces questionnements. Alors en économie, on a un peu un terme magique que moi j'utilise beaucoup et qui en fait renvoie à beaucoup d'autres disciplines, que ce soit le droit, que ce soit la science politique, c'est l'acceptabilité. On identifie des problèmes environnementaux, il y en a d'autres, mais nous, on est plus ici sur des problèmes environnementaux. On est d'accord pour dire qu'il faut les régler. Comment on les règle ? Le principe du pollueur-payeur, en général, on est très d'accord avec ça, mais il faut voir quelles sont les implications. Et il faut aussi voir que souvent, les politiques sont basées sur un principe de pollueur-payé. On subventionne. Vous changez de chaudière parce que vous allez mettre une chaudière qui est beaucoup mieux, on va vous aider. On va vous donner un crédit d'impôt. Et on se dit, oui, pourquoi pas, c'est une bonne chose. On n'est pas... Donc, bon, voilà, c'était un peu pour continuer le débat, mais je trouve ça intéressant de discuter entre nous, justement, et de voir, de comprendre un peu tout ça, et de voir comment nous, on peut aussi mieux expliquer tout ce qu'on propose, et les droits de propriété, et les coûts de transaction, parce que, bon... Alors, l'autre point, c'était plus une question... Parce qu'on voit, vous l'avez vraiment souligné tous les deux, la dimension locale et la difficulté de passer à une dimension plus importante. Et moi, je me dis, il y a peut-être une conclusion qui n'est pas très optimiste de dire, mais on le sait, c'est assez évident, mais quand on est sur de la pollution locale, c'est plus simple que de la pollution globale. Aujourd'hui, quand même, le grand défi du siècle à venir, c'est de la pollution globale. Enfin, c'est un problème global et on ne voit pas qu'on n'a pas toutes les solutions qu'on peut avoir identifiées pour d'autres types de problèmes sont extrêmement difficiles à étendre. Bon, je suis peut-être un peu trop pessimiste, mais je le comprends un peu de vos 2 interventions. Donc, bon, est-ce que je me suis trompée ou pas ? Le 3e point, c'est sur... plus par rapport à la première présentation, sur la notion d'altruisme. Vous nous avez parlé d'espèces animales, mais aussi, pour la société humaine, il y a des comportements, et en économie, on commence à les étudier, l'altruisme, parce qu'on voit très bien que ça peut être un levier assez important pour lancer des choses, c'est-à-dire qu'il y a des individus qui d'eux-mêmes acceptent de payer plus cher pour consommer l'énergie produite à partir de l'énergie renouvelable, par exemple, mais ça peut aller plus loin. Il y a aussi des personnes qui disent « je ne veux pas faire d'enfants » parce que je trouve que... Alors, il n'y en a peut-être pas énormément, mais il y a des gens qu'on croise et qui ont ce discours. Alors, je ne sais pas si elles ont été interrogées,
d'où ça vient. Est-ce que c'est un traumatisme dans l'enfance, ou est-ce que ça vient d'une éducation Mais il y a aussi, on voit qu'il y a, bon, ça c'est peut-être extrême, mais il y a d'autres types de comportements. Et je ne vois pas bien. Enfin, moi, j'ai pas lu. Peut-être que ça existe, hein, que je ne les connais pas. Mais on voit que là, il y aurait quelque chose à aller chercher pour comprendre pourquoi certains font le choix de l'altruisme et pas seulement pour son voisin. Ce qu'on appelle en économie, alors en économie, c'est peut-être un terme consacré, c'est plus consacré, c'est les aménités. Hein. C'est ça, c'est je vais donner de l'argent parce que pour moi, l'idée qu'un éléphant existe, enfin que les éléphants continuent à exister quelque part dans le monde, alors même que je n'irai jamais les voir vraiment, eh bien ça m'importe. Ça a de l'importance pour moi. Et donc là, on voit qu'il y a, on dépasse le local. Et alors, je ne sais pas pourquoi certains, enfin je pense qu'on a tous plus ou moins ça, ou certains vous connaissez. Et là, il y aurait peut-être quelque chose à comprendre. Pourquoi on passe de cette dimension enfin, locale, moi, dans mon environnement, dans ma ville, avec les gens que je connais, à une dimension globale. Et là, pour le coup, on est vraiment très loin d'avoir même des bénéfices, même à long terme, de la préservation de l'espèce, de certaines espèces. Merci. C'est un peu brouillon. Oui, moi aussi. Okay. Pour répondre à la question 3, qui me concerne un peu, c'est que c'est tout à fait vrai que ce dont j'ai parlé tout à l'heure, ça concerne vraiment des unités, des organismes qui évoluent par la sélection naturelle, qui essaient de maximiser un fitness. D'accord ? Et ça s'applique en partie à la population humaine, mais la population humaine, elle est bien plus complexe que ça. Donc c'est quelque chose qui pourrait marcher si tu considères les gens comme des unités qui essaient de maximiser leur fitness. Et ce qui est en partie vrai, en particulier si tu regardes, par exemple, le comportement commercial. Par exemple, on essaie juste de maximiser le profit de quelque chose. En quelque sorte, ça pourrait s'appliquer à ça. Mais le problème, c'est que les humains sont bien plus complexes, évoluent donc d'un point de vue biologique et d'un point de vue non biologique. Déjà, d'un point de vue biologique, il y a la culture qui évolue en parallèle, moi je dirais, de la génétique. Donc il y a aussi de l'évolution culturelle et qui ne marche qu'en partie comme l'évolution biologique, mais il a sa particularité à elle et j'en ai pas du tout parlé de ça. Et une chose qui révèle ça, c'est que quand on joue des jeux comme le dilemme des prisonniers ou notre jeu qui s'appelle The Public Goods Game, en fait, les humains, donc on fait ça en économie expérimentale, on fait ces jeux-là, et on découvre en général que les humains sont trop altruistes par rapport à la théorie. Ils sont plus altruistes que l'expectation sur la base d'une maximisation du fitness individuel. D'accord ? Même si on tient en compte l'altruisme réciproque. Les gens, c'est parce que les gens ont un moral, une éthique. Ils ne fonctionnent pas comme des fourmis ni comme des abeilles. Donc, ça rejoint un petit peu votre remarque. Par exemple, on a envie de conserver les éléphants africains, par exemple, même si on ne va jamais les voir. Mais je pense que c'est un peu lié à cette histoire-là. Et les économistes expérimentaux, les psychologistes, les scientifiques des études de cognition, par exemple, les biologistes évolutifs, ils essayent de comprendre ce comportement humain, mais on est loin de le comprendre, à mon avis. Ce que j'ai compris, ce n'est pas ma spécialité, mais je connais des gens qui travaillent sur ce type de questions. Et en fait, ils essayent de comprendre ça d'un point de vue évolutif, par exemple, mais on ne le connaît pas. On ne sait pas. Donc là, il y a un vrai travail de science fondamentale qui pourra nous aider, bien sûr, à résoudre ce type de problème et qui est à faire. Est-ce que je peux faire un commentaire
commentaire sur ça. Moi, je pense qu'il y a beaucoup, disons, de travaux théoriques sur tout ce dont vous avez parlé. Donc, il y a des cadres théoriques très précis qui sont souvent considérés comme explicatifs de la vraie vie, alors que, disons, les humains, mais même en biologie, c'est beaucoup plus complexe que les joueurs rationaux de la théorie du jeu. Et aussi, il y a des problématiques qui vont au-delà de juste la relatedness. Disons, on a étudié des cas spécifiques pour lesquels un certain cadre conceptuel marchait très bien. Et souvent, on a la tendance à déplacer ça, à le généraliser pour tout. Et je pense que souvent, on perd un peu de vue quels sont vraiment les mécanismes qui sont importants dans l'établissement d'un comportement coopératif, en donnant des noms comme, je ne sais pas, il faut y avoir une relatedness. Dès qu'on pense à la kin selection, on pense tout de suite à des relations locales dans l'espace et dans le temps. Alors que c'est peut-être la structure, disons, des relations entre les différentes entités qui va être importante. Et alors, on peut penser à des choses qui sont beaucoup moins locales dans l'espace et dans le temps à travers des structures qui peuvent être données par l'extérieur ou pour les relations qui, eux, aujourd'hui, peuvent être étendues sur des échelles très différentes. Oui, peut-être que Facebook peut sauver l'environnement. Moi, je voudrais faire je sais pas, 2 ou 3 remarques. La première chose, c'est sur la question de la formation des préférences des individus pour contribuer au bien commun, au bien public, etc. etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces préférences, en fait, elles sont le produit d'un jeu social et de dispositifs sociaux, nécessairement. C'est-à-dire les individus ne naissent pas avec une préférence pour l'environnement, etc. Enfin, les abeilles peut-être, mais pas les êtres humains. Et donc, un point important pour les questions qui nous concernent lorsqu'on réfléchit à la gouvernance environnementale, c'est comment, en fait, ces préférences peuvent être influencées. Et un point important, évidemment, c'est l'information, le développement de la connaissance et sa diffusion. On voit bien qu'aujourd'hui, dans les pays occidentaux, et notamment dans les pays urbains, il y a une conscience environnementale qui n'existait pas il y a 30 ans, et tout simplement parce que les individus ont été informés, parce que la connaissance scientifique a progressé, etc. Et c'est un point essentiel quand on réfléchit à la question de la gouvernance environnementale. Et de ce point de vue-là, par exemple, le GIEC est une innovation majeure. Parce que ce forum scientifique ne renseigne pas simplement les politiques, mais a permis de créer une conscience collective des enjeux. Le deuxième point, c'est oui, d'un côté, il faut être optimiste, c'est-à-dire les sociétés humaines sont très résilientes, on trouve des mécanismes pour résoudre les problèmes, etc., etc. Et pour gouverner les problèmes sociaux complexes, on en a toujours trouvé en quelque sorte. La preuve, c'est qu'on est toujours là. Mais le problème, c'est que là, on est en train de parler aussi de processus où il y a, comme on le sait, sur le changement climatique ou sur la biodiversité, en fait, de processus où il y a éventuellement destruction massive de nos évolution potentiellement catastrophique d'un certain nombre de ressources. Et du coup, là, on a un problème, c'est-à-dire on a un écart entre la vitesse d'évolution de ce que David a décrit comme la culture et les mécanismes de gouvernance qui vont avec, donc les évolutions sociétales et socio-économiques, en fait, et puis d'un autre côté, l'évolution des systèmes biologiques, enfin, environnementaux. Et le troisième point que je voudrais faire, c'est effectivement aussi, on peut être optimiste sur la capacité des individus à devenir
rationnellement ou irrationnellement altruiste. Mais en réalité, et donc effectivement, il y a une propension à l'altruisme, les humains ont conscience d'appartenir à une communauté, etc. Le problème, c'est que la coopération peut toujours être détruite par des minorités non coopérantes, individualistes, etc. Et que donc, du coup, c'est pour ça qu'on a des mécanismes de gouvernance. Bien sûr, la plupart des gens dans une société, par exemple, ne sont pas des voleurs ou des assassins, mais on a créé des tas de dispositifs pour limiter quand même les incitations à la violence. Et en fait, nos sociétés tiennent parce que à la fois les individus endogénéisent des normes de comportement social. Bon, on ne tue pas sa femme parce qu'on l'aime plus, on dit, etc., etc. Enfin, ce genre de choses. Hein, ou on vole pas la voiture de son voisin parce que voilà, parce qu'on a des normes morales, etc. On pense qu'il y a d'autres solutions. Et puis aussi parce qu'il y a quand même le bâton du gendarme. Voilà, on sait que c'est coûteux aussi d'assassiner. Voilà. Et donc, on a exactement les mêmes problèmes, en fait, lorsqu'on construit des mécanismes de gouvernance pour gérer les commons. Il faut qu'on ait aussi ces mécanismes qui permettent de lutter contre les dispositifs, enfin, les comportements potentiellement destructeurs des comportements coopératifs. Et on ne sait pas suffisamment de choses là-dessus. Oui, alors vous avez montré qu'en gros, l'altruisme dans une communauté est un peu une fonction décroissante de la taille de la communauté, si j'ai bien compris. Mais donc à l'échelle mondiale, on a 7 milliards d'individus, donc ça ne fait pas beaucoup d'altruisme. Mais si on voit ça comme, par exemple, la communauté internationale, où dans la communauté internationale, un élément, c'est un pays et pas un individu. Donc ça fait quelques dizaines de pays. Donc est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que dans les négociations internationales, il y ait comme ça des comportements... des sortes de cercles vertueux où le fait qu'un pays montre l'exemple par sa gouvernance, par une gouvernance responsable, etc., entraîne une sorte de coopération, quoi. Bah, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça dépend des... d'une part, il y a des cas où une coalition minimale... Enfin, ça dépend un peu de la technologie de production du bien public, d'accord ? Il peut y avoir des coalitions minimales qui permettent de produire suffisamment de biens publics pour que ça, voilà, par exemple, suffisamment de réduction des émissions de gaz à effet de serre, pour que même si tout le monde ne réduit pas ses émissions, voilà, non pas on résout le problème, mais en tous les cas, on le repousse jusqu'à ce qu'on ait une technologie meilleure, hein, parce que c'est ça quand même l'enjeu de l'histoire de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais donc il peut y avoir ce genre de situation, mais cela étant, en même temps, dans les négociations internationales, c'est typiquement l'endroit où vous avez des gens qui sont, enfin, des unités de décision qui sont peu altruistes. D'accord ? Parce qu'en fait, il faut bien comprendre qu'un État qui négocie dans une négociation internationale, il est, pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, il n'agrège pas l'ensemble des préférences individuelles de ses citoyens. Parce que d'abord, c'est impossible, mais aussi parce que les systèmes politiques et sociaux font que un dirigeant d'un État, ou l'équipe dirigeante ou la coalition dirigeante d'un État ne représente pas l'intérêt de l'ensemble des citoyens. Alors, évidemment, c'est évident pour les États non démocratiques, hein, vous le comprenez très bien. Donc ça représente les intérêts de la classe dominante, enfin, etc. Mais c'est vrai aussi pour les États démocratiques. Vous savez très bien que dans les négociations internationales, les États-Unis vont être fortement influencés par leurs intérêts, par leurs intérêts économiques, par l'intérêt de... Voilà, etc. Et que beaucoup de décisions politiques, par exemple aux États-Unis, qui est pourtant un pays profondément démocratique, probablement le plus démocratique du monde avec l'Angleterre, et peut-être les Pays-Bas, dans ce pays, vous avez depuis 20 ans des politiques qui sacrifient les intérêts de la classe moyenne à une puissance étatique, économique, enfin, etc. Donc vous n'avez aucune raison que quand vous agrégez ça au niveau international, ça produise que du bien commun.
malheureusement. Désolé. Bonjour. Merci beaucoup pour l'intervention. En fait, je vais d'abord un commentaire sur les externalités que vous avez expliquées. Je trouve que c'est très intéressant et c'est un très bon moyen pour commencer à se mettre en route, à calculer des coûts économiques que normalement les transactions de marché ne supportent pas directement. Mais quand on l'applique en fait à l'environnement, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qu'on assume en fait qui ne sont pas vraies? Par exemple, les coûts de transaction normalement sont très élevés. Il n'y a pas une transaction 1 à 1 pour un bien environnemental. On ne connaît pas forcément l'information, on n'a pas assez d'informations dans le sens où on ne connaît pas vraiment qu'est-ce que c'est le service environnemental qui est en train de m'amener. Et quand même, on remet dans le jeu qui peut accéder à ça. Normalement, il y a une égalité de fonds. Ou en culture, qu'est-ce qu'on va privilégier, qu'est-ce qu'on ne va pas privilégier. Oui. Donc, à la base, la discussion, je veux dire, c'est un modèle simplifié économique très, très, très bien, qui dans l'échange, disons, des biens privés, ça marche plutôt bien. Mais quand on l'applique en fait à un bien public comme un environnement, il y a des assumptions qui ne sont jamais vraiment en place. Donc, est-ce qu'on ne peut pas générer des effets pervers où en fait on va à pousser, disons, tout ce que c'est, en fait, qu'est-ce qu'on voulait se battre contre, par exemple. Je parle de ça un peu à niveau théorique, un peu au niveau d'expérience, certains programmes que je vais analyser, on fait un peu de Payment for Environmental Services, tout ça, où localement le projet ça marche très bien, mais en fait, au final, tout l'argent qui circule, en fait, va régénérer les structures de pouvoir qu'on essaie de combattre et en même temps, on va déranger, disons, à détruire l'environnement qu'on voulait préserver. Pas dans la partie qu'on avait en fait préserver, mais tout ce que c'est les alentours du marché de contractation, simplement parce que ce n'est pas à l'intérieur de l'externalité qu'on avait considéré. Parce qu'on n'est pas capable de quantifier ou tout ça. Ou une assumption d'échangeabilité, de qu'est-ce qu'on échange, quelle valeur on donne à une chose par rapport à une autre, et tout ça. Donc, c'est un très bon raisonnement. Je voulais savoir, est-ce que ce n'est pas potentiellement aussi dangereux, ce n'est pas mis dans le contexte de qu'est-ce que c'est son valeur? Oui, enfin, pour répondre à ça, vous avez tout à fait raison, mais le problème se pose exactement de la même manière si on est dans la sphère publique et civique. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quand vous produisez des biens publics, donc en dehors du mécanisme du marché, vous avez exactement les mêmes problèmes d'évaluation de la valeur des biens et de l'expression des préférences individuelles. Quand je dois produire, quand je dois décider entre construire un hôpital et une école, une prison, et par ailleurs où les localiser, j'ai exactement les mêmes problèmes que quand je dois choisir de préserver ou pas un bien environnemental. Et le problème, c'est qu'à un moment, tout ça, ça a un coût qui est supporté, qui est in fine supporté par les individus. Et donc les individus, ils doivent toujours comparer, enfin si on veut faire des choix collectifs, on doit toujours comparer à un moment les coûts collectifs et les bénéfices collectifs, mais qui sont après tout quand même la résultante de coûts et de bénéfices individuels. La valeur d'un hôpital, à la fin, ça va quand même s'évaluer à partir de ce que ça produit. Voilà, alors, l'évaluation économique, c'est toujours compliqué parce que c'est pas du tout. L'évaluation économique, c'est pas qu'on ramène tout à l'argent. C'est simplement que on a une unité effectivement de compte qui permet de comparer des choses évidemment, sinon totalement incomparables. Même plus que ça, dans le sens qu'en fait, il n'y a pas forcément de frontières définies pour le bien environnemental qui est un plante va donner à un individu. Il y en a plusieurs, c'est par définition multidimensionnel. Ils interagissent avec l'environnement et après reviennent avec des feedbacks sur l'être humain. Donc c'est encore plus, tu vois, vous voyez. Tu vois. Je comprends très bien, mais ça renvoie en fait à ce que je disais dans ma remarque précédente sur la question de la connaissance, c'est-à-dire de l'ensemble des connaissances qu'il faut pour donner en fait de la valeur à la préservation, par exemple, de la biodiversité. On ne sait pas combien ça vaut la biodiversité. Et c'est un problème, parce que justement, la question, c'est combien on doit sacrifier pour protéger la biodiversité, et ensuite, qui paye? Parce que la réponse simple en Occident, c'est
Non, il ne faut pas que les Brésiliens se développent et donc il faut qu'ils gardent la forêt amazonienne. Ouais, mais les Brésiliens, quand même, il y a 40% de la population sous le seuil de pauvreté et donc eux, ils disent, bah, écoutez, peut-être que le soja, c'est pas bien, mais nous, ça nous permet de nous développer. Et pourquoi vous avez eu le droit de vous développer en partie avec nos ressources et nous, maintenant, on n'a plus le droit de se développer avec nos ressources. Vous voyez? Oui, le seul commentaire sur ça, c'est qu'en fait, on a des choses qu'on évalue pas forcément au niveau monétaire. Par exemple, la vie d'un individu, c'est pas que on peut dire infini, si vous voulez. Donc, on va pas forcément dire, bon, on l'aurait payé avec cet argent-là, et maintenant la biodiversité. Donc ça, c'est Mais le problème, c'est que la vie des individus, à un moment, de l'évaluer de manière monétaire ou dans une autre unité de compte, à un moment, vous allez quand même devoir compter quelque chose. Parce que quand vous faites des choix collectifs, vous devez, y compris, donner une valeur à ça. C'est ce que vous faites quand vous... Parce que le problème, par exemple, c'est est-ce qu'on doit continuer à plus soigner nos personnes très âgées dans les pays occidentaux au détriment des soins des enfants dans les pays en développement? C'est ce qu'on fait quand même. Donc, si on veut... voilà, et il y a des enjeux, à la fois des enjeux d'efficacité, mais des enjeux d'équité. Et j'ai une question sur mon droite. C'est la question. Je réfléchis. Non, quand vous avez dit, en fait, think locally, act locally. Non? Et on revient à l'exemple des communautés, en fait. Non? Et en fait, on voit que, par exemple, sur le niveau planétaire, il y a des milliards de personnes, en fait, qui pensent comme des individus. Ils agissent comme individus, disons, à un niveau selfish. Donc, et on génère les problèmes qu'on a vus. Par contre, les communautés, vous dites qu'elles sont bien très agréées. Ils travaillent avec potentiellement aussi avec des règles morales, altruistes et tout ça, et qui marchent très bien localement. Donc, par définition, ils génèrent des communautés qui sont hétérogènes. Donc l'idée en fait think local et act local, c'est très bien avec, je dirais, une hypothèse d'homogénéité. Donc si tout le monde agirait localement et penserait localement, il n'y a pas forcément d'hétérogénéité de système, donc peut-être que c'est une bonne solution. Mais vous qui sont en fait en place dans les communautés, parce qu'en fait sont construits comme des communautés fermées, est-ce que ça comment on peut étendre cette solution locale à quelque chose qui peut avoir en revenant un impact global, que c'est un peu l'intérieur de pourquoi ça marche, pourquoi ça ne pourra pas marcher. Je ne sais pas si je viens... Ouais, c'est une bonne question. Mais, moi, je pense que l'idée de Think Locally, Act Locally, ce n'est qu'une solution partielle, une proposition partielle. Ça ne peut pas résoudre les problèmes de pollution globale. Je suis d'accord avec ça. Hein. Donc, mais ça peut... L'idée, c'est, même dans un monde qui est hétérogène, l'hétérogénéité, c'est une des choses à préserver, justement, parce qu'on a tous vu que si on homogénise le monde, c'est une autre chose qu'on est en train de faire en ce moment. On risque de réduire toute diversité, en fait, à un seul. Hein. Ça, c'est le principe de l'exclusion compétitive. Donc, l'hétérogénéité spatiale est quelque chose à préserver. Et les alliances locales du type Think Locally, Act Locally gèrent des problèmes locaux. Pour des problèmes globaux, à mon avis, ça ne marcherait pas comme ça. Il faudrait trouver justement des niveaux de gouvernance hiérarchiquement organisés. Hein. Donc des niveaux d'organisation différents. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Mais... juste sur ce point précis, c'est là que il y a deux choses. D'une part, ça dépend beaucoup de la technologie d'agrégation de la production de biens publics. Donc il y a des biens publics en fait, qui peuvent se produire effectivement qui sont globaux. Typiquement, par exemple, en grande partie, la biodiversité, c'est un bien public qui peut largement se produire localement. Parce qu'il faut préserver des tas d'écosystèmes un peu partout et les communautés locales peuvent avoir intérêt à le faire. Maintenant, il y a des choses qui, évidemment, n'ont pas cette caractéristique-là. Et donc,
Enfin bon, les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, c'est beaucoup moins localisé en enfin, vous voyez, donc la technologie d'agrégation est différente, etc. Et donc les solutions de gouvernance sont différentes pour les différents problèmes. Et la deuxième chose, c'est que par ailleurs, comme j'ai essayé de le faire, d'en donner l'intuition, aucun mécanisme de gouvernance n'est parfait. En fait, j'avais une slide, c'est « There is no silver bullet ». Il n'y a pas de solution. Voilà, les droits de propriété, ce n'est pas une bonne solution universelle, tout simplement parce que, en fait, on ne peut pas les mettre en œuvre de manière pure. D'accord ? Donc, on peut les penser de manière pure sur une feuille de papier, mais voilà. Donc, de la même manière, voilà, les autres mécanismes, la régulation, c'est pas parfait, etc. Et donc, en pratique, on doit, en fait, ce qu'il faut faire, et c'est ce qu'on fait dans les sociétés. Enfin, dans nos sociétés, de toute façon, c'est qu'on manipule en fait des mixtes de mécanismes imparfaits qui se corrigent un petit peu les uns les autres. Mais de toute façon, tous nos mécanismes sont imparfaits, tous nos mécanismes de gouvernance sont imparfaits. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on essaye toujours d'améliorer notre système politique ou notre économie, etc. Parce que rien n'est parfait. Et pourtant, évidemment, c'est quand même, en même temps, c'est beaucoup mieux qu'il y a 5 siècles. En tous les cas, pour une grande majorité de la population. Je pense qu'il vaut mieux vivre dans la France ou dans l'Europe du 21e siècle que dans l'Europe du 16e. Dans l'Europe du 16e, c'était peut-être très bien pour une petite minorité, mais enfin, la plupart des gens crevaient très tôt, la violence était extrême, etc. etc. Il faut voir pour la 22e. Si on le connaît.